Je soutiens donc que la sortie occidentale de la religion change tout, mais il faut ici préciser et nuancer en introduisant une différence essentielle qui me paraît le foyer de discorde entre nous, entre le principe religieux explicite et la structuration religieuse. Bien évidemment que le principe de légitimité opératoire qui domine la réalité des sociétés humaines à travers l'histoire et qui continue de vivre très bien dans notre monde est en fait la tradition. Nous faisons ainsi parce que nous faisions comme ça avant. C'est la méthode éprouvée, il n'y a pas de raison d'en changer. C'est la plus forte source de légitimité de n'importe quel ordre social. Elle n'implique pas de grandes idées religieuses. Néanmoins, ce principe de tradition est de sa nature intrinsèque religieux. Il implique une autorité du passé qui est au-dessus de la capacité formatrice des hommes en matière de constitution de la société. C'est l'ancestralité qui a été le mode dominant de formation de la légitimité, l'antériorité en fait du modèle étant toujours supérieure à l'extériorité surnaturelle qui vient en quelque sorte le coiffer et le justifier. Donc il n'y a pas besoin, et là-dessus je rejoins tout à fait, je ne suis absolument pas en désaccord, et d'ailleurs j'aurais mauvaise grâce à contester mon autorité sur la Chine étant modeste, les objections que me fait François Julien, j'accepte tout à fait l'idée que le recours à une surnature explicite n'est pas du tout indispensable, mais en son absence, quelque chose comme un principe de légitimité religieux n'en continue pas moins de fonctionner opératoirement. C'est précisément ce que changent les droits de l'homme. Ils les changent lentement, sur des siècles. Je vais y revenir. Le pouvoir vient de la collectivité. Il se définit au présent et sur la base de ces éléments discrets du collectif que sont les individus. Voilà, c'est un basculement capital entre le passé et le présent, entre le tout et les parties. C'est tout cela qui bouge en même temps et qui introduit une autre façon tout à la fois de concevoir la collectivité dans son ensemble et son mode de fonctionnement politique. Deuxième point important dans notre discussion, ce qui empoisonne ce débat aujourd'hui. L'idéologisation des droits de l'homme dont nous sommes témoins en Occident et qui ne constitue pas leur vérité finale. Voilà, c'est un paradigme qui s'est installé depuis une trentaine d'années et qui obscurcit le débat en durcissant les traits, en donnant une sorte de philosophie des droits de l'homme qui ne correspond pas du tout à leur nature véritable. Nous sommes sous le coup, dans l'Occident d'aujourd'hui, d'une déformation de l'idée des droits de l'homme qui permet mal d'en saisir la nature et qui n'est pas le dernier mot de l'histoire. C'est la crise actuelle de la démocratie qui nous cache à la fois le passé et l'avenir. Nous sommes à la recherche, en Occident aussi, d'un nouvel équilibre de l'individuel et du collectif. Et peut-être à cet égard, avons-nous des leçons à recevoir, d'autres manières de comprendre les droits de l'homme qui nous viendront d'ailleurs. Commençons, pour éclaircir cette discussion, autrement dit, par critiquer l'usage actuel qui est fait des droits de l'homme en Occident pour, au lieu de les hypostasier, ce sera une meilleure manière d'en parler aux non-occidentaux. Je reviens en troisième lieu sur l'histoire, rapidement. On verra justement, à la lumière de l'histoire, combien cette version absolue des droits de l'homme du moment ne s'applique pas à notre propre passé. Les droits de l'homme naissent comme un principe de légitimité parfaitement abstrait dans les livres de théoriciens qui auraient été bien surpris d'apprendre
quelques siècles plus tard, qu'on pouvait en faire la vérité effective du fonctionnement d'une collectivité. C'est la dernière idée qui leur serait venue. Mais la chose étonnante de l'histoire des droits de l'homme, c'est que ces principes dégagés de manière purement théorique dans les livres passent dans la réalité et s'incarnent peu à peu jusqu'à modeler le visage effectif des sociétés. L'abstrait devient concret. Voilà tout le problème auquel nous confronte l'histoire des droits de l'homme. Pendant très longtemps, et même après la Révolution française qui les consacre, au cours du XIXe siècle, il demeure un abîme entre des principes plus ou moins admis au titre des garanties personnelles, sur un mode voisin, soit dit au passage, de ce que préconise François Julien, et d'autre part le fonctionnement réel de la société. Celle-ci demeure beaucoup plus, je reprends les termes mêmes de François Julien, une société d'intégration qu'une société d'émancipation. Ce n'est pas un penseur chinois, mais un auteur bien de chez nous qui a dit « La société n'est pas faite d'individus, mais de familles ». Notre Auguste Comte national. L'individualisme juridique demeure très loin d'être un individualisme pratique, aussi bien et à tel point que de l'extrême droite à l'extrême gauche, on peut les juger irréels et mensongers par rapport aux conditions effectives du mécanisme social où l'appartenance au groupe, qu'elle soit la classe à l'extrême gauche ou la famille à l'extrême droite, la nation, restent les repères prépondérants du mécanisme collectif. Ce n'est qu'à une date tout à fait récente, depuis 3 décennies, c'est assez précis, que ces réalités jugées constitutives, non pas seulement en Chine, mais à ma connaissance dans la totalité des sociétés humaines que nous avons connues, à la seule exception très récente de la nôtre, l'inscription familiale, l'inscription corporative, l'inscription ethnique, l'inscription cosmique se sont effacées au profit des seuls droits de l'individu souverain. Ce n'est que depuis très peu que les droits de l'homme sont devenus l'alpha et l'oméga de la légitimité collective à tous les niveaux, en effaçant tout autre ordre de considération, comme s'il suffisait à constituer une société. Et ce n'est bien sûr pas le cas. Il faut le dire haut et fort. Il s'ensuit qu'une autre voie des droits de l'homme est possible, partant du collectif et soucieuse de bout en bout de maintenir le lien de l'individuel et du collectif. Il y a une autre vision possible de la concrétisation des droits de l'homme que celle qui prévaut actuellement dans notre seul monde, qui n'est pas leur vérité ultime. Une vision qui serait de plus susceptible de nous sortir d'un certain nombre d'ornières où nous sommes solidement enfoncés. 4e et dernier point, j'en arrive à ma conclusion, en pratique, les droits de l'homme ne peuvent s'installer que par appropriation venue de l'intérieur, comme aussi bien l'industrie ou la science, qu'on n'a nulle part vu parachuter par une imposition extérieure aux sociétés. On a essayé, ça ne marche pas très bien. Pressions et impositions n'y feront rien, et là-dessus, je rejoins entièrement François Julien.